Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau des idées qui changent le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au biomimétisme ou comment la nature peut nous inspirer pour découvrir son fonctionnement, ça c'est classique, mais aussi pour créer de nouveaux objets ou de nouveaux services. C'est pas nouveau, mais on va voir, il y a une nouvelle notion qui arrive, celle de développement durable. Pour parler de tout ça sur le plateau, Gulliane Grave, vous êtes designer, vous êtes spécialisé dans les nouvelles technologies et l'innovation par le biomimétisme. On comprend que vous allez observer la nature et que vous allez en tirer de nouveaux objets. À côté de vous, Mich Camelo, vous êtes bio-ingénieur, vous êtes spécialiste en technologie douce, c'est beau ça, hein, libre et bio-inspiré. J'espère que vous êtes inspiré puisqu'on va commencer. Qu'est-ce que c'est que d'abord ce métier de bio-ingénieur? On ne le connaît pas forcément. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le bio-ingénieur travaille à l'interface entre la biologie et l'ingénierie pour plein d'applications. Il y a des applications dans le médical, par exemple. Moi, celle qui m'intéresse plus, c'est celle au service de l'environnement. Donc, comment le vivant peut nous inspirer pour faire des technologies plus écologiques. C'est-à-dire que vous avez étudié à la fois le fonctionnement de la nature, la biologie, la cellule, au-delà, les écosystèmes, et puis à la fois la mécanique, la résistance des matériaux, des choses comme ça. Vous êtes à ce croisement? Tout à fait. Alors, vous, Gulliane, vous êtes designer. Alors, on imagine plutôt un designer dans son bureau à chercher des nouveaux objets. Et comment est-ce que vous vous spécialisez? Pourquoi vous êtes spécialisé dans ce que la nature peut vous apporter? Alors déjà, mon rôle, c'est de conduire des produits ou des services. Et le designer industriel travaille avec l'industrie qui est assez problématique du point de vue environnemental. Et un des devoirs, on va dire, du designer industriel, c'est d'aller chercher des alternatives à ces problèmes-là, et le vivant semblait être une très très belle opportunité. Une très très belle piste. Alors vous avez participé à ces conférences TEDx et je vous propose de vous regarder tous les deux en scène lors de la définition et de la nuance sur le biomimétisme. Moi, ce qui me touche réellement dans l'approche biomimétique, c'est qu'on a un aspect très lié à l'écologie, donc on pense durabilité, parce que le vivant a des solutions pour ça. Mais en même temps, on n'est pas que sur le plan écologique, on est sur le plan de l'innovation également. Le vivant a développé d'innombrables stratégies, de principes ou de fonctions et mécanismes qu'on peut transférer dans l'environnement humain pour concevoir des choses nouvelles et innovantes. Et en ça, c'est un puits inépuisable de solutions nouvelles pour faire des choses nouvelles. Et en ça, c'est le biomimétisme. Alors, on a bien compris. Il y a des stratégies, vous avez dit, la nature a des stratégies dont vous vous inspirez. Mais des stratégies pourquoi? Pour reproduire, pour résoudre des problèmes? Des stratégies pour s'adapter à son environnement, avant tout. Et donc c'est de la même façon, nous, dans la dynamique du développement durable, on veut s'adapter à notre environnement, on veut se développer durablement sur la planète Terre. Et du coup, les espèces qui font ça depuis plusieurs milliards d'années, pour certaines d'entre elles, sont des bonnes sources d'inspiration. Alors effectivement, c'est pour durer en fait que la nature et que le vivant s'adaptent à un environnement sans cesse changeant. Est-ce que tout est transposable? Est-ce que tout ce qu'on observe dans le fonctionnement de la nature peut un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, servir à l'homme? Non, tout n'est pas transposable. Et on s'est d'ailleurs, dans la conception de la bouilloire, on s'est frotté plusieurs fois à ce problème d'essayer de transposer des solutions qui, une fois qu'elles étaient appliquées aux technologies industrielles, devenaient plus polluantes que celles existantes, non bio-inspirées. Donc non, tout n'est pas transposable et il faut faire très très attention lors de la transposition de ces solutions pour qu'on reste dans l'esprit. Alors comment est-ce que le designer intervient là-dessus? Il y a des freins d'ordre technique déjà, technologique, mais il y a également des freins de l'ordre de l'usage, même de l'imaginaire, que les utilisateurs peuvent avoir des produits qu'ils vont utiliser. On se souvient de Léonard de Vinci et même d'Icare qui tentait de s'envoler avec des oiseaux, donc on a fini par le faire, mais pas exactement de cette façon-là. Non, pas de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'on doit penser à ce filtre. Donc on a l'ingénierie en tant que filtre technique, technologique, et après on a justement le design pour tout ce qui est de l'ordre du rapport humain et de la fabrication, et comment l'homme va s'y retrouver. Alors vous avez présenté plusieurs exemples, et notamment celui des termites. On va écouter ça tout de suite. Le termite est donc un insecte aussi, qui lui a un habitat assez particulier du point de vue thermique. En fait, il a un système de cheminée à l'intérieur de l'habitat qui lui permet de réguler sa température au degré près, alors que dans son environnement désertique, la température varie de 40 degrés. Donc on a vraiment un système thermique complètement passif, très très bien optimisé. Là, on va passer à un exemple des milieux marins. Le nautile. Alors le nautile, je pense que certains d'entre vous connaissent cette espèce.
Donc il a un fonctionnement un peu particulier. Lorsque vous faites une coupe, vous voyez une structure particulière. Donc il est fait de ballast. Ce sont des petites chambres qu'il va venir remplir plus ou moins pour pouvoir, comme les sous-marins finalement, descendre dans les profondeurs et expulser l'eau qu'il aura accumulée dans ces chambres-là pour remonter à la surface. L'ours polaire, aussi intéressant du point de vue de l'isolation cette fois-ci, puisque sa température corporelle est à peu près similaire à la nôtre, mais qui vit dans des environnements beaucoup plus froids. Comment fait-il? Eh bien, sa fourrure est assez spécifique, elle a des poils de différentes longueurs et creux qui emprisonnent de manière très stable une couche d'air à la surface de la peau, qui permet ainsi de l'isoler du froid extérieur. Et enfin, on va vous parler aussi un peu du toucan. Alors le toucan, si vous faites une coupe de son bec, vous le coupez à la scie, comme ça, et vous allez voir qu'il dispose d'une structure qui est vraiment super intéressante. Donc il a une structure alvéolaire à l'intérieur qui lui permet d'une part d'avoir un bec extrêmement rigide, d'avoir un bec très léger et en même temps d'avoir une très bonne isolation thermique. Donc en gros, dans la structure, il y a des poches d'air qu'il conserve près de son corps pour conserver la chaleur. Alors le toucan, l'ours polaire, la termite, et tout ça pour une seule chose, la climatisation en fait. C'est là que vous voulez en arriver. Alors la termite se pose la question de la climatisation, plus spécifiquement de la distribution de la chaleur. Les autres sources d'inspiration sont pour d'autres types de fonctions, la résistance mécanique, l'isolation. Donc c'est pas exclusivement le contrôle du volume, pas exclusivement juste la climatisation. C'est un peu un mystère la termite, c'est la termitière qui vous intéresse plus qu'autre chose. C'est cette extraordinaire façon de maintenir une température permanente, alors qu'à l'extérieur, ça change très fort. Comment ça peut aller se décliner en design? Pour moi, c'est un peu en design, mais du coup, en fait, on a regardé justement le fonctionnement complexe de cette termitière et on a essayé de voir comment transposer ça directement dans notre objet en fonction des contraintes que nous avions. Et du coup, nous avons créé tout un système de canaux qui ont été pensés, conçus, calculés et du coup intégrés directement dans la matière de notre bouilloire. Vous êtes inspiré de cette circulation d'air. Exactement. Alors, justement, vous vous inspirez de quelque chose, vous allez voir un industriel et vous lui dites, voilà, j'ai trouvé qu'avec cette circulation d'air, prenons cet exemple tout simple, on pourrait faire ça et je vous propose de développer un projet là-dessus. Ou bien au contraire, un industriel vient vous chercher, il a un problème de climatisation et vous lui dites, ah, les termites, c'est votre solution. Comment ça fonctionne? Eh ben, nous, on fait les deux en fait. On part soit d'une inspiration du vivant qui est extraordinaire, qui nous parle, et là on se dit, bah, tiens, il y a un potentiel pour solutionner telle ou telle problématique. Soit on part de la problématique et on va aller chercher, explorer le vivant pour voir quelle réponse pourrait exister dans ce milieu-là. Dans ce milieu. Alors, autre exemple très concret cette fois, celui d'une bouilloire, ce que vous êtes en train de développer. On vous écoute. Sur la base de ces 4 inspirations, quels objets pourrions-nous inventer? Un premier, éventuellement, ce serait peut-être un module de climatisation ultra léger et résistant, inspiré de la termitière et du toucan. Ou moi j'aurais plutôt dit un sous-marin pour l'exploration polaire, donc en nous inspirant du nautile et de l'ours polaire. La réponse est beaucoup moins romantique. Il s'agit d'une bouilloire. Alors, pourquoi une bouilloire? Eh bien, en fait, derrière cet objet qu'on a tous dans nos maisons se cache un certain nombre de problématiques écologiques importantes. La production énergétique, dans un premier temps, qui est une problématique notamment au niveau de l'électricité est assez importante. Deuxième élément, les matériaux, le plastique, les métaux, l'électronique éventuellement dans certains modèles. Troisième, la gestion de l'eau. On veut parler d'écologie, on veut éco-concevoir des objets, donc la bouilloire est une bonne étude de cas pour montrer qu'avec le vivant, on peut innover dans ce sens-là. Voilà, on regardera tous notre bouilloire d'une autre façon. Maintenant, alors, on a entendu dans votre exposé, donc vous êtes reparti du toucan, du nautile, il y en a plusieurs encore, et de la termite, et plus une quatrième. Et on a entendu votre souci là encore, d'écologie, de développement durable autour d'une bouilloire. C'est possible? Ah oui, c'est parfaitement possible. Donc, comme on l'a dit dans l'extrait, la bouilloire concentre énormément de problématiques environnementales. Et du coup, oui, par ces inspirations-là, on peut gagner quand même un bon pourcentage sur l'impact environnemental de cet objet, juste par ces simples inspirations et une conception différente. Est-ce que l'industrie y est sensible? La bouilloire, elle en est où? Elle est dans vos cartons pour le moment, ou un peu plus puisque vous l'avez présentée au grand public? Alors la bouilloire est pour l'instant à l'état de modèle, en effet, parce que ça nous a déjà pris 1 an d'arriver à ce stade-là. On a travaillé sur d'autres choses et maintenant on va avoir l'occasion de le prototyper dans un camp dont vous devez absolument regarder les détails, qui s'appelle POC 21, qui sera basé dans les Yvelines, qui est un camp justement de prototypage d'objets
pour un mode de vie durable qui est soutenu par un certain nombre d'acteurs industriels, ce qui démontre que l'industrie est sensible. Alors, on pourra la fabriquer soi-même, cette bouilloire. C'est votre deuxième étape avec cet objet. Et comment c'est possible que moi-même ou vous-même, nous fabriquions une bouilloire? Là aussi, on est dans le demain, dans l'après-demain? Alors, nous ne sommes pas vraiment dans le demain, ça existe aujourd'hui, mais du coup, nous fonctionnons sur le principe de l'open source. Nous donnons les plans et nous permettons aux gens d'aller dans des Fab Labs pour fabriquer on va préciser pour ceux qui ne sont pas tout à fait immergés dans le même milieu que vous, le Fab Lab, c'est un petit peu ces nouveaux bureaux où tout le monde passe, crée, discute, où on échange beaucoup et qu'on voit naître dans les villes. Et comment va-t-on fabriquer une bouilloire? Alors, je vais m'adresser à l'ingénieur. Donc on va utiliser une technologie dont vous avez probablement entendu parler parce qu'elle est très présente médiatiquement, qui est l'impression en 3 dimensions. En l'occurrence, on entend beaucoup parler autour du plastique et dans les Fab Labs, justement, qu'on mentionnait avant, la plupart des imprimantes 3D sont au plastique. Nous, on va la faire en céramique, parce que c'était une des choses qu'on voulait faire avec la bouilloire, c'était sortir du plastique et du métal. Donc on va essayer de se frotter à la technologie de l'impression 3D céramique. Et il faut de l'argent pour développer tout ça. Qui s'intéresse? Et si je le fabrique moi-même, ça ne va pas intéresser les grands producteurs d'électroménagers? Alors, il y a après, c'est un problème de philosophie, on va dire, où nous, on est intéressés aussi à délivrer, à donner en fait le fruit de notre travail, en fait, certaines parties. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas contraire à un certain modèle économique non plus. Donc nous, on pourrait aussi fabriquer, produire et ces bouilloires-là. le faire partager à tous. Alors, Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces idées. Merci aussi pour toutes ces démarches, ce que vous appelez l'open source, accessible à tous. Merci bien, bonne recherche, bonne continuation. Merci à tous pour votre écoute.